Europe Matin, Patrick Cohen. Voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Des bateaux font route actuellement vers Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ce sont les premiers secours. L'ouragan Irma, ce sera l'essentiel de votre journal, Jean-Philippe. Avec des habitants livrés à eux-mêmes, il faudra des mois pour tout reconstruire alors que l'ouragan poursuit sa route et menace notamment les États-Unis. Évacuation en cours en Floride et en Géorgie. Autre catastrophe dans l'actualité ce matin, un terrible tremblement de terre au Mexique, magnitude 8, avec risque de tsunami. Et puis, un trafic qui vaut le coup d'être raconté. Il concerne un médicament, le Subutex. Ce sera l'enquête du 8h. Désormais, ils guettent les secours désespérément. Les rescapés de l'ouragan Irma attendent l'arrivée des premiers bateaux partis de Guadeloupe. Ils devraient accoster dans les prochaines heures à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Là-bas, les pompiers, les militaires, les gendarmes vont trouver une population blessée, traumatisée et qui essaie de se frayer un chemin à la recherche des disparus. Sur place, l'envoyé spécial d'Europe 1, Xavier Yvon. C'est un appel au milieu des ruines. Sophie, une amie dont Michel est sans nouvelles depuis le cyclone. Elle est là, enfin, dans un immeuble dévasté. Les deux femmes s'enlacent longuement. Michel rassure Sophie, elle va l'amener chez ses parents, qui vont bien, eux aussi. Mais non, de toute façon, mes parents sont là et ça change tout parce que depuis hier, c'était ma seule angoisse. Dans un immeuble voisin, Anne-Lise, elle, se sent impuissante. Elle est toujours sans nouvelles de son fils qui était à l'autre bout de l'île. Je suis allée évacuer mon stress donc, sur le lagon. J'ai pleuré, j'ai crié son prénom. Jérémy Cambon, voilà. Donc si vous le connaissez, si vous l'avez vu, essayez de m'appeler, mais parce qu'il faut qu'il me revienne, quoi. Voilà, donc s'il m'entend, il faut qu'il m'appelle, quoi. Pour ça, il faudrait que le téléphone passe. Impossible aussi de rassurer la famille en métropole ou ailleurs. Hier, finalement, le mot s'est répandu. On capte sur la colline à la sortie du quartier de Marigot. Tard le soir, on pouvait encore voir des files de voitures garées dans la pente et des Saint-Martinois, téléphone en main, annoncèrent à leurs proches qu'ils étaient encore en vie. Saint-Martin, Xavier Yvon, Europe 1. Le bilan des victimes, sensiblement revu à la baisse ce matin, il est de 4 morts désormais à Saint-Martin, bilan toujours provisoire. Il est encore impossible de chiffrer le montant des dégâts. Il faudra des semaines, voire des mois avant le retour normal de l'électricité. C'est ce que dit EDF sur Europe 1. Comme il faudra du temps pour réparer les infrastructures, notamment l'aéroport qui fonctionne en partie, mais qui fait partie des urgences pour acheminer le matériel. La reconstruction, on en parlait ce matin sur Europe 1 avec Patrick Coulombelle, cofondateur de la fondation Les Architectes de l'Urgence. Il faut surtout partir avec une vraie politique de relogement durable, avec des constructions qui soient définitives et pérennes. Attention au provisoire, c'est ça ? Haïti a été, par rapport au tremblement de terre de 2010, ça a été une vraie catastrophe en termes de reconstruction, à savoir des espèces de cabanes en contreplaqué qui ne tiennent pas à un cyclone, ça c'est clair, et qui a été une erreur magistrale parce qu'aujourd'hui les gens sont toujours dans des situations qui sont relativement dantesques. La France, on n'est pas un pays du tiers-monde, donc on doit être capable de faire des choses solides et on est capable de les faire rapidement. Donc c'est simplement une question de volonté politique et aussi de mettre des acteurs qui soient capables d'intervenir en face de ça. Patrick Coulombelle, cofondateur de la fondation Les Architectes de l'Urgence, il était l'invité de Raphaël Duchemin à 6h20 ce matin sur Europe 1. Depuis hier, les appels aux dons se multiplient. Europe 1 s'associe à la Croix-Rouge. Toutes les informations sur notre site europe1.fr, également celui de la Croix-Rouge, croix-rouge.fr. Et ce matin, Irma est loin d'avoir fini sa course. Effectivement, l'ouragan se dirige maintenant vers les Bahamas, Haïti, Cuba. On apprend ce matin qu'il a fait 2 morts à Porto Rico. Et sur sa route, il y a aussi les États-Unis. Ce pourrait être l'une des opérations d'évacuation les plus importantes de l'histoire du pays, avec des images d'exode sur les routes de Floride. Vous êtes sur place, François Geffrier. Oui, et c'est l'heure des provisions déjà ici avec des habitants qui veulent être sûrs de ne pas manquer quand il faudra attendre des heures pendant et après le passage de l'ouragan. Même dans cette pharmacie du centre-ville à 200 mètres de la mer, Carolina a été un peu débordée par le nombre de clients ces dernières heures. Ça a été considérable. On a tout fait pour accueillir tout le monde, les faire patienter, bien leur donner leurs médicaments. Pendant l'état d'urgence, on est autorisé à donner aux patients des médicaments pour 30 jours, même s'ils n'ont pas l'ordonnance qui va jusque-là. En prévision de l'ouragan, la pharmacienne remplit des grands sacs plastiques. Là, regardez, on prépare la boutique. On met les boîtes de médicaments en hauteur, on débranche tous les appareils électriques et on les met sur le comptoir au cas où on serait très inondé. Les habitants achètent aussi beaucoup d'eau en bouteille et font le plein d'essence. Une ruée vers les stations-service, mais aussi vers les agences de location de voitures comme celle d'Ingrid. Il y a des gens qui habitent ici, qui essaient de partir en Géorgie, en Caroline du Nord. On a eu des journées très chargées avec des gens qui louent des voitures pour partir. Et aussi des personnes qui n'habitent pas ici
ici, dont le vol a été annulé et qui n'ont pas d'autre choix que de partir en voiture. Petit à petit, Miami va se vider dans les prochaines heures. Plusieurs zones d'évacuation obligatoires sont déjà définies et les péages sont gratuits pour fluidifier le trafic routier. Merci François Geffrier, envoyé spécial d'Europe 1 en Floride. Ordre d'évacuation également en Géorgie. Et comme le disait Laurent Cabrol tout à l'heure, il faut noter que Irma n'est plus la seule menace. 2 autres ouragans se sont formés au-dessus de l'Atlantique, José et Katia. Katia qui menace le Mexique, touché par un très violent tremblement de terre, on l'a appris tout à l'heure, séisme de magnitude 8 avec risque de tsunami dans toute la région. Et juste après le journal, retour à Saint-Martin avec l'envoyé spécial d'Europe 1, Xavier Yvon. Son récit complet, il sera en ligne avec nous auprès de l'habitant chez qui il a trouvé refuge. Europe 1, il est 8h06. Également dans l'actualité, cette histoire qui fait un peu désordre à l'Assemblée nationale. Une députée de République En Marche, épinglée par l'hebdomadaire Marianne. Elle s'appelle Pascale Fontenelle-Personne, élue de la Sarthe. Elle dirige aussi une agence spécialisée dans les excursions touristiques pour les seniors. Et aux surprises, dans le programme parisien, on trouve notamment une visite de l'Assemblée en présence de la députée. Au total, le voyage dans la capitale est facturé 119 €. Jean-Sébastien Soldaini. Entre 2 enregistrements pour des émissions de télé ou une découverte intitulée « Les secrets des invalides », la brochure propose une visite guidée du Palais Bourbon. L'Assemblée nationale fraîchement renouvelée vous ouvre ses portes, précise le dépliant qui insiste sur la nouvelle majorité avant de conclure fièrement. Cette visite se fera en présence de notre députée. Et cette députée, c'est Pascale Fontenelle-Personne, la propriétaire de l'agence de voyage qui facture ses journées 119 € par tête. Or, l'article 1er du Code de déontologie des parlementaires est on ne peut plus clair. Ils doivent s'abstenir d'utiliser les locaux de l'Assemblée pour promouvoir des intérêts privés. Contactée par Marianne, l'agence Access Tour assure que les voyages étaient organisés bien avant les législatives, sauf qu'il est bien fait mention de la présence de la députée, présence explicitement utilisée comme un argument de vente. Jean-Sébastien Soldaini, précisant que les députés peuvent faire visiter l'Assemblée, mais toujours gratuitement, bien sûr. On passe à l'actualité économique avec Daniel Fortin du journal Les Échos. Bonjour Daniel. Bonjour Jean-Philippe. Ce matin, un nouveau coup dur pour les fonctionnaires. Après le gel du point d'indice cet été, vous nous dites qu'ils seront aussi privés des avantages accordés aux autres actifs par la fameuse réforme de la CSG. Oui Jean-Philippe, vous savez qu'Emmanuel Macron a décidé de baisser les cotisations des salariés et de financer cette baisse par une hausse de la CSG. Alors en principe, cette mesure devait être neutre financièrement pour les actifs. Elle devait même leur donner à l'arrivée un gain de pouvoir d'achat. Dans la première mouture du projet, cette prime donnée aux salariés et aux indépendants devait aussi bénéficier aux fonctionnaires. Mais Bercy vient de décider que ce ne sera pas le cas. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il faut faire des économies et le fait de renoncer à cet avantage pour les agents publics permet à l'État d'éviter une dépense de près de 2 milliards d'euros. N'empêche que dit comme ça, Daniel, ça semble un peu arbitraire, non ? Une décision injuste ? Alors quand on fait cette remarque, Bercy répond que les fonctionnaires ont déjà été bien servis, que les différents accords de revalorisation des carrières signés dans le passé ont déjà permis d'augmenter de 1 à 2% par an leur pouvoir d'achat depuis 5 ans. On serait même proche de 3% cette année. Donc, ils ne seraient pas si maltraités que cela. Cette décision, en tout cas, qui concerne tout de même plus de 5,5 millions de personnes, montre que le gouvernement semble prêt à assumer l'impopularité pour baisser les dépenses. L'éclairage de Daniel Fortin du journal Les Échos. Puisque l'on parle de la hausse de la CSG, peut-être un coup de pouce pour les retraités les plus modestes. Le gouvernement réfléchit à des mesures de correction, pas encore chiffrées, mais qui pourraient alléger la charge pour les maigres pensions. Europe 1, 8h11, Patrick Cohen. La suite du journal Jean-Philippe Ballas avec un trafic pas comme les autres qui va être jugé à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Pas comme les autres, mais très très lucratif, on va le voir. Mi-drogue, mi-médicament, on parle du Subutex, c'est l'enquête du 8h. Bonjour Pierre de Cossette. Bonjour Jean-Philippe. Alors le Subutex, c'est un traitement de substitution à l'héroïne. Il est destiné aux toxicomanes. On va en parler parce qu'il y a une originalité dans ce trafic. C'est que la France exporte, si l'on peut dire ainsi. Oui, et pourquoi ? Parce que chez nous, le Subutex, c'est un médicament, alors que dans la plupart des pays européens, ce dérivé de la morphine est classé comme stupéfiant. Depuis 3 ans, les trafiquants se sont engouffrés dans la brèche avec un impératif, c'est Subutex et rien d'autre. Pas de médicament générique, car le Subutex, c'est du made in France et c'est gage de qualité. Une qualité qui a un prix, j'imagine ? La plus-value donne le tournis. Le cachet de Subutex chez le pharmacien en bas de chez vous revient à 2 €. En Finlande, où c'est interdit, on atteint
100 € sous le manteau, voire en prison, 300 à 400 € le cachet. Attendez Pierre, j'ai bien entendu, 2 € en France et 100 voire 400 € à la revente, c'est ça? Oui. Comment ils font les trafiquants pour se procurer le Subutex? Alors ça commence par des patients qui n'ont pas du tout besoin de Subutex et qui débarquent chez un médecin complaisant, voire complice. Ils restent quelques minutes, repartent avec des dizaines d'ordonnances dans les poches sans la moindre consultation. À lui seul, l'un des généralistes jugé aujourd'hui a prescrit jusqu'à 7000 boîtes par mois, ce qui représente un cachet sur 6 prescrit dans toute l'Île-de-France, plus de 100 000 €. Fini le trafic artisanal pour la consommation locale. On a changé de dimension pour le colonel de gendarmerie Jacques Diacono, chef de l'OCLAESP, l'Office Santé Publique. On est passé à une phase industrielle puisqu'on a prouvé qu'un médecin prescrivait jusqu'à 130 ordonnances de Subutex dans une demi-journée. On a pu aussi estimer que certaines pharmacies faisaient plus de 25% de leur chiffre d'affaires sur la seule vente de Subutex, ce qui est tout à fait aussi anormal par rapport à une officine classique. Parce qu'il y a aussi les pharmaciens qui ferment les yeux sur des ordonnances mal rédigées avec des doses parfois supérieures à la posologie maximale. Les patients repartent les bras pleins de boîtes de Subutex pour les organisateurs du trafic, direction l'Europe du Nord principalement. Et alors quand on vous écoute Pierre, on se dit que ce qui est incroyable, c'est que finalement c'est la Sécu qui finance ce trafic à son insu. Oui, évidemment. des millions d'euros de préjudice pour l'assurance maladie qui doit rembourser à la fois les consultations des faux patients qui sont à la CMU, la couverture maladie universelle, et puis les médicaments, 16 € la plaquette de 7 cachets, l'addition monte très vite quand les malfaiteurs profitent d'une justice plus clémente avec le trafic de médicaments qu'avec celui de stupes. C'est 7 ans maximum pour les médicaments et jusqu'à 30 ans pour la drogue. L'enquête du 8h signée ce matin Pierre de Cossette. Du cinéma et soudain le monde entier découvrit Dunkerque. Dunkerque, le film de Christopher Nolan avec la Seconde Guerre mondiale en toile de fond, du grand cinéma et une super production qui donne un sérieux coup de fouet au tourisme local. Oui, les spectateurs veulent voir Dunkerque en vrai, les Britanniques notamment. Reportage de notre correspondant Lionel Gougelot. Sur la digue de Malo, Steve observe la plage et tente de repérer comme il peut les endroits où les scènes du film ont été tournées par Christopher Nolan. Ce jeune retraité anglais raconte que son oncle a fait partie des troupes britanniques évacuées lors de l'opération Dynamo. Dunkerque, c'est un peu une histoire de famille, dit-il, alors ça valait vraiment le coup de venir voir sur place. Si l'on en croit l'office de tourisme, près d'un tiers des visiteurs qui sont venus à Dunkerque cet été ont été motivés par le film. Une ville désormais incontournable pour le tourisme de mémoire, très prisé des anglo-saxons, selon le maire Patrice Vergrit. Je vous donne un exemple. Des Canadiens avaient l'habitude de faire Vimy et la Normandie, voire quelques sites belges. Ils ont rajouté Dunkerque à leur programme. Et donc, ça modifie en fait les parcours des tours opérateurs. Et c'est ça qui induit cette croissance touristique. Tourisme de court séjour, mais qui va surtout être rentable sur le long terme, prédit Éric Dubois, président des hôteliers restaurateurs. Mais ça, j'en suis convaincu parce que de toute façon, dans tous les cas, aujourd'hui, moi, je suis anglais. Demain, je regarde le film au cinéma. Je ne vais pas prendre le premier train du lendemain pour venir voir Dunkerque. Je pense que c'est des choses qui se programment. Ils vont venir, c'est sûr. Je pense qu'ils vont passer par là. Mais il faut laisser le temps au temps, quoi. Mais grâce à Christopher Nolan, Dunkerque est aujourd'hui connu de New York à Tokyo. Et ça, en termes d'image, ça n'a pas de prix. Dunkerque, Lionel Gougelot, Europe 1. Et puis Patrick, les débuts officiels de Mbappé sous les couleurs du PSG, c'est ce soir face à Metz. Merci, c'était Jean-Philippe Ballas pour le journal. Europe 1.